Vous écoutez Goliath, saison 2. Un podcast coproduit par Spland et La Houle. Dans la vie, il y a les choses qu'on aime. Comment ça s'est passé la journée à l'école, les enfants? On a parlé de la nature. Et vas-y, c'est quoi la nature? Il faut respecter la nature. Ah ouais, hier tes chipolatas, t'étais pas content de les manger? Non, mais arrête de m'embêter. Bon, ça suffit. Il y a les choses qu'on n'aime pas. Est-ce que vous voulez un peu de quiche Lorraine, les enfants? Mais non, je vais pas, c'est dégueulasse. Voilà, allez, vas-y, prends ta quiche. Ça suffit, c'est bon. On se tait, on met les mains sur la table, on mange. Et il y a les choses sur lesquelles on est tous d'accord. Bonne nuit, mon chéri. Jojo, chut, fais pas de bruit. Tu veux qu'on fasse un truc trop cool? J'ai des potes qui vont manifester. Tu veux venir avec moi? C'est les parents, ils nous font chier là, ils nous font manger du cochon, des pesticides, c'est super mauvais pour toi, t'es d'accord? Alors viens, on va le dire, on va faire un truc génial, on va manifester, ok? Mais tu fais pas de bruit. Et oui, car manger, ce n'est pas qu'une question de goût. Ce qui a été dur, et parce que justement on s'attaque à une multinationale, c'est le fait qu'il y avait trop de problèmes. C'est qu'on avait beaucoup trop de choses à traiter. Des choses économiques, des choses politiques, des choses locales. Faut se mettre à la fois dans la tête d'un éleveur, à la fois dans la tête d'un gestionnaire d'entreprise. Et tout ça, d'en faire une histoire intelligible à la fin, d'en faire une histoire qui a un fil et qui se tient. La Bretagne aurait bien du mal à dire adieu à ses veaux, à ses vaches, mais surtout à ses cochons. Car la Bretagne, c'est la première région productrice de porc en France. Le jambon, les lardons, le saucisson, toute la charcuterie est banale dans les assiettes. Ce qui est banal aussi, c'est de ne pas savoir comment ces 7 millions de porcs français, dont les écussons tricolores tamponnent les emballages dans les supermarchés, ont été élevés, abattus et transformés dans les 4000 exploitations de la région Bretagne. Pourtant, toute cette production charcutière est bien connue pour ses méfaits. Pollution de l'air, pollution des eaux, désastre des algues vertes, le danger des nitrites qui rendent le jambon si rose et si appétissant, mais qui est si dangereux pour la santé. Si vous mangez du jambon blanc, il y a de très grandes chances que vous ayez déjà mangé du jambon Cooperl sans vous en apercevoir. Notamment pour les marques les plus connues, la Cooperl a racheté en 2018 un groupe qui s'appelait Turenne Lafayette, dans lequel il y avait les jambons Madrange. Il y a aussi les jambons Paul Prédo, il y a les jambons Montagne Noire. Mais la Cooperl fabrique aussi pour Carrefour, Casino et Lidl sous des marques de distributeurs. Ce qui rend le jambon moins appétissant aussi, il faut bien le dire, c'est de comprendre comment tout cet élevage fonctionne. Comment marche ce système cadenassé dans lequel sont pris des éleveurs porcins, mais aussi des ouvriers, des ouvrières, des usines de transformation. Et ce système, c'est celui d'une grande muette de l'industrie agroalimentaire, la Cooperl, pour Coopérative Agricole du Grand Ouest. À ce jour, aucune enquête n'avait été menée sur la multinationale bretonne, au chiffre d'affaires de près de 3 milliards d'euros en 2023, et premier employeur des Côtes-d'Armor. En 2023, face à ces chiffres mirobolants, les journalistes de Spland, Kristen Falchon et Ivan Logvenov, décident de s'intéresser d'un peu plus près aux géants du porc. Et donc Ivan Logvenov, je suis journaliste spécialiste des sujets agricoles. Et de formation, je suis ingénieur agronome. J'ai travaillé dans le secteur agricole un peu avant, dans des cabinets de conseil notamment. Quand on est formé aux enjeux agricoles, on a envie de raconter un peu ce secteur-là, apporter au grand public une vision sur ces débats-là. Quand avec Kristen, on a commencé à expliquer à nos confrères journalistes qu'on travaillait sur ce sujet-là, tout le monde nous a enviés. C'est que ça faisait longtemps que beaucoup de gens rêvaient de travailler sur la Cooperl, qui est la plus grande coopérative porcine, et dans un secteur qui est particulièrement justement secret, qui parle pas de lui et qui est très aussi localisé en Bretagne, ce qui fait qu'il n'est pas forcément très bien compris, et notamment à Paris aussi. La Cooperl est créée dans les années 60, et à l'époque, on pourrait presque penser que c'est comme aujourd'hui certains producteurs qui se réunissent pour vendre en circuit court, etc. L'idée, c'est vraiment se mettre ensemble entre petits pour peser face aux grands que sont l'agroalimentaire ou la grande distribution. Et ils étaient une vingtaine à peine à l'époque. Et aujourd'hui, voilà, ils sont plus de 4500 dans cette coopérative qui est devenue un géant. Et en fait, cette coopérative, malheureusement, son histoire, elle est assez classique dans le secteur agricole. C'est-à-dire que depuis les années 60, elle a suivi une trajectoire de croissance à peu près continue, où elle a commencé d'abord par acheter des activités connexes, donc dans l'alimentation animale, dans les abattoirs, dans l'agroalimentaire,
dans les médicaments aujourd'hui, même pas forcément vétérinaires. Tout ça en collectant à chaque fois plus d'adhérents, tout ça en avalant d'autres coopératives, voire en rachetant des sites à l'étranger. Et en fait, c'est la naissance effectivement d'une multinationale qui appartient encore aujourd'hui en théorie aux éleveurs, mais qui ne comprennent plus parce que c'est un grand groupe mondial et sur lequel ils n'ont plus tout à fait les informations qu'il faut. Très vite, les deux journalistes se rendent compte qu'il y a de nombreux fils à tirer à partir de cette enquête sur la Cooperl. D'abord celle des pollutions, engendrées par toute cette production agro-industrielle. Il y a bien sûr des enjeux économiques, puisque le porc est une viande qui s'exporte, mais quelque chose retient leur attention. C'est un système qui enferme les agriculteurs, dont le métier est déjà difficile. Kristen Falleron le sait. C'était le métier de mon père quand j'étais enfant, ado. Assez classique, il avait un élevage de porc, une ferme qui a fait faillite dans les années 90 et ça m'a toujours un peu questionné ce qui s'était passé à ce moment-là. C'est un historique quand même assez récent, quoi. C'est un historique qui date des années 70. Mais nous, ce qu'on a pu remarquer aussi en fouillant un peu dans les archives, c'est justement que dès les années 70 et dès ces premiers agrandissements, il y avait des gens qui, même au sein de la profession, disaient non mais attention au gigantisme, en essayant de mettre des limites, et que quelques-uns se sont opposés à ces limites dans une course au gigantisme. Dès 2021, au moment de la création du collectif Splan, Kristen Falleron reçoit de premières alertes sur le lobby porcin. Alors il continue à creuser. Et en 2023, il se rend à Lamballe. Lamballe, c'est une commune modeste, aux façades médiévales de granit longeant le fleuve côtier du Gouessant. Mais Lamballe, c'est aussi la plus proche zone industrielle de Saint-Brieuc, dotée d'un abattoir qui emploie plus de 4000 personnes. Et on y trouve aussi le siège social de la Cooperl. Une vaste bâtisse en béton, sans charme et sans aspérité. Je crois que c'est pour ça que j'étais très content de travailler avec Kristen aussi. Moi, j'ai une approche du journalisme assez prudente. Je suis quelqu'un d'assez peureux, sans doute aussi sur le fond. Mais ce qui est assez fort chez Kristen, c'est qu'il n'a pas du tout peur d'aller sur un salon, aller parler justement à un éleveur élu de la Cooperl. Il n'a pas du tout peur de s'arrêter devant une ferme et d'entrer dans la cour de ferme. Et clairement, ces choses-là que lui, il a osé faire, en fait, nous ont rapporté des contacts, des sources. À Lamballe, donc, Kristen Falleron défriche le terrain. Il fait les sorties d'usine, boit des cafés dans les bistrots où se retrouvent ouvrières et ouvriers après le travail, et commence à taper aux portes des exploitations agricoles de la région. Et ce n'est pas simple. Car quand on travaille avec ou pour le premier employeur des Côtes-d'Armor, on n'a pas envie d'avoir de problème. Ça a été honnêtement assez dur. On a commencé souvent, comme beaucoup de journalistes, par quand même aussi parler avec ceux qui avaient osé critiquer déjà la Cooperl. Notamment, on a essayé du côté d'associations de protection de l'environnement, de syndicats alternatifs, etc. Mais ces gens-là aussi, en fait, ne connaissent pas très très bien le secteur du porc et n'ont pas beaucoup de contacts. Donc nos principales sources, ça a été des éleveurs au sein de la Cooperl qui ont accepté de nous parler. C'est pas facile d'obtenir ces contacts, de 1. De 2, c'est pas facile que ces contacts-là ensuite acceptent de parler. Et de 3, qu'ils acceptent aussi d'être cités dans ce genre d'articles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont toujours l'impression qu'on est là uniquement pour les critiquer. Alors qu'effectivement, nous, ce qu'on voulait faire, c'était expliquer à quel point ils peuvent être coincés par ce modèle, à quel point ils ont été privés de leur liberté de choix technique, à quel point ils sont économiquement coincés par ce modèle-là. Ils avaient vraiment cette impression-là qu'on était là uniquement pour leur faire du mal. Et pour nous, c'était pas ça. Nous, on voulait expliquer au grand public pourquoi eux, aujourd'hui, c'était pas facile. Ces témoignages sont rares. Et face à Kristen, les bouches sont cousues et les bras restent croisés. Mais sans ces témoignages précieux, il n'y a pas d'enquête. Il se trouve qu'en plus, depuis quelques années, la direction de la Cooperl a un peu musclé le jeu avec ses adhérents, dans le sens où le nombre de porcs que la Cooperl abat chaque année est en fait en baisse tendancielle. Et ce qui fait que la Cooperl a une peur panique de perdre des adhérents et des éleveurs. Et par rapport à ça, depuis 4-5 ans à peu près, d'après ce qu'on nous a raconté, en gros, ils ne laissent plus les éleveurs partir si facilement, ils n'acceptent pas que les éleveurs vendent leurs cochons à l'extérieur, etc. Et dans ce contexte-là, qui est déjà tendu,
Nous parler à nous comme journalistes, c'était s'exposer à des représailles qui peuvent être de plusieurs types. Ça peut être le camion qui ne vient pas collecter vos cochons. Vos cochons sont arrivés à maturité, ils ont l'âge qu'il faut, et le camion ne passera pas. Localement, il n'y a aussi pas que l'enjeu économique, la coopérative, il y a aussi le côté social, c'est que c'est un petit monde, l'agriculture. On est dans une campagne où en fait tous les collègues autour sont éleveurs de porc, la plupart sont aussi des éleveurs coperles. Parler, s'exposer, c'est aussi finalement se couper un peu potentiellement du monde qui est le vôtre, donc c'est pas facile. Comment vous avez fait pour trouver des gens qui étaient prêts à vous parler, justement ? Il y a encore un autre coup d'éclat de Christine, mais l'éleveur voulait pas parler, puis petit à petit, avec des questions connexes, des questions autour, il a fini par nous dire ce qu'on voulait, et on est reparti de là avec effectivement une vision... nous, on avait l'impression de s'être rapproché un peu plus de la réalité du quotidien des éleveurs, ce qui est important. Je trouve que quand on est journaliste, effectivement, nous, on n'est pas des spécialistes du porc. C'est important pour nous d'être face à des gens qui peuvent être honnêtes sur qu'est-ce que c'est leur vie comme éleveur porcin. Nous, pour écrire, c'est important d'avoir cette matière-là. Très honnêtement, je pense que sur le fond, les éleveurs, ils partagent tous à peu près cette même analyse de se dire ils vivraient mieux si le porc était mieux payé, ils vivraient mieux s'ils avaient plus de liberté dans leurs choix techniques, s'ils pouvaient choisir eux-mêmes leurs aliments, les médicaments, les circuits de commercialisation. Mais en fait, au fond, beaucoup estiment qu'ils n'ont pas le choix. Et en fait, sur ça, ils sont tous à peu près d'accord. Là où certains peuvent diverger, c'est est-ce qu'il faut agir par rapport à ces problèmes-là pour changer la direction ? Ou est-ce que finalement, le confort économique que leur apporte la Coperle aujourd'hui suffit à ce qu'ils n'aient pas besoin d'agir ? Justement, c'était l'une de mes questions parce qu'en fait, on a souvent l'image d'éleveurs porcins qui ont plutôt des bons salaires. Et dans votre enquête, vous citez 4 000, 5 000 euros net en moyenne de salaire pour un agriculteur, un porcher. Est-ce que, quelque part, ils gagnent si bien que ça leur vie, sachant que c'est quand même un secteur où on en investit le plus au niveau des infrastructures aussi ? Le salaire des agriculteurs, c'est toujours quelque chose qui est très dur à définir. Le fond du problème pour moi, c'est que, d'abord, les agriculteurs, c'est des entrepreneurs, donc ils ne touchent pas vraiment de salaire. Ils ont des revenus de leur exploitation, et ces revenus-là peuvent être très variables, comme beaucoup d'entrepreneurs. C'est-à-dire qu'une année, ils peuvent très bien gagner leur vie, et celle d'après, beaucoup moins bien. Cependant, dans le secteur porcin en particulier, on a affaire effectivement à des gens qui ont des installations assez neuves, qui ont réalisé des investissements et qui sont beaucoup plus proches, pour moi, d'un modèle d'entrepreneur assez classique que dans d'autres filières. Effectivement, c'est dans la filière porcine qu'on trouve les éleveurs les mieux payés. Vous parlez dans votre article de cage dorée finalement. Parce que du coup, on a ces conditions qui finalement sont pas si mauvaises si on regarde par rapport aux autres métiers agricoles. Mais par contre, en fait, la Coperle utilise un modèle d'intégration verticale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est ? L'intégration, c'est l'idée selon laquelle, si vous êtes agriculteur ou agricultrice, finalement, vous n'avez plus aucun choix sur votre mode de production ou votre modèle économique, parce que vous êtes intégré dans une filière où, par exemple, avec la Coperle, on va vous donner l'aliment, les médicaments et la bonne race de cochon. Derrière, le camion vient emporter vos cochons et repart, et vous, là-dedans, vous avez eu à peu près aucune liberté de choix. C'est ça l'intégration. De manière très ironique, je trouve, au début de la Coperle en 1966, les éleveurs, justement, écrivent dans un manifeste fondateur qu'ils refuseront l'intégration. Je pense qu'à l'époque, en 1966, les éleveurs se disent « on refuse l'intégration parce que l'intégration viendra des acteurs agro-industriels ». C'est par exemple Fleury-Michon qui viendra pour nous imposer comment on doit produire. Je pense que ce qu'ils n'avaient pas en tête, c'est que c'est eux-mêmes qui ont créé leur propre intégration, c'est-à-dire que la coopérative, petit à petit, en grossissant, a tissé tout autour d'eux un lien, une cage dorée, effectivement, moi je pense vraiment, qui les empêche aujourd'hui de prendre tous les choix qu'ils veulent en toute liberté. Par exemple, on nous a raconté que si vous voulez avoir le prix le plus élevé du porc possible, il faut que vous achetiez les médicaments à la coopérative, il faut que vous consultiez le vétérinaire de la coopérative, il faut que vous achetiez l'aliment à la coopérative, et que vous achetiez aussi vos porcelets à la coopérative. Ce qui fait que si vous voulez vivre en gros de votre travail, vous n'avez pas d'autre choix que de faire tout ce que la coopérative vous dit. Encore une fois, je trouve que la comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui dans le secteur agricole peut être intéressant, notamment en matière de circuit court. On comprend assez bien que si je veux gagner ma vie, moi comme agriculteur, j'ai intérêt à contrôler le plus de choses. J'ai intérêt à vendre directement à une épicerie ou un supermarché, comme ça personne fait du profit sur mon dos. J'ai intérêt à moi-même produire mon aliment, être le plus indépendant possible. Et je trouve que ça, à l'échelle individuelle, on le comprend très facilement et c'est plutôt un modèle qui est encouragé aujourd'hui et qui permet à des gens de vivre bien. Dans le fond, la Coperle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a copié cette philosophie-là, mais à une échelle en fait de multinationale. Ce qui fait que cette stratégie-là, on peut facilement l'expliquer aux éleveurs en assemblée générale, de leur dire
Regardez, si on récupère l'usine d'aliments, si on récupère l'abattoir, si on récupère les médicaments, si on récupère les vétérinaires, bref, regardez, on gagne en indépendance, on va regagner en valeur. Donc je pense qu'à un moment, ça a été effectivement présenté par la direction générale et validé par les éleveurs, parce qu'il y avait finalement aucune raison de refuser ça en se disant qu'ils y gagneraient un peu mieux leur vie. Après, je pense qu'ils ont laissé plus les mains libres qu'ils ne croyaient à la direction générale, qui a fait des acquisitions en Russie, en Côte d'Ivoire, en Chine, en Thaïlande. Avec l'idée qu'ils allaient récupérer de la valeur, ils ont dit oui à tout, sauf qu'à un moment, la Cooperl a investi dans des choses tellement loin d'eux qu'aujourd'hui la valeur se perd un peu dans la chaîne. La stratégie de l'intégration verticale a été mise en place par la famille Como, une famille qui tient les rênes de la coopérative depuis toujours. C'est très intéressant parce que souvent les coopératives disent « nous on appartient aux agriculteurs, ce sont les agriculteurs qui décident ». La Cooperl adore rappeler ce principe-là, un agriculteur égale une voix. Mais il se trouve qu'aujourd'hui les décisions elles sont prises sur un groupe multinational, donc on parle de documents financiers de plusieurs dizaines de pages, d'indicateurs financiers, de stratégies internationales très complexes. Donc on dit que les agriculteurs sont décideurs, mais on part du principe qu'eux sont tous en mesure en fait, de comprendre la gestion d'une multinationale, ce qui est à la portée en gros d'à peu près personne à moyen d'avoir fait une très grande école de commerce. Et ce qui fait que plus ces coopératives ont grossi, finalement plus le pouvoir des éleveurs a été diminué face à la direction générale. Depuis les années 80, et on a le même phénomène dans d'autres coopératives d'ailleurs, c'est la même famille qui occupe la direction générale de la Cooperl, donc les Como. Il y a d'abord eu le père de Emmanuel Como, le directeur actuel, et aujourd'hui donc Emmanuel Como depuis les années 2010. On peut considérer que finalement donc, c'est la même famille qui est aux manettes depuis 45 ans et que c'est vraiment cette famille-là qui a réalisé toutes ces opérations-là de rachat à l'international, de diversification dans des choses qui avaient finalement assez peu de liens avec l'agriculture et aussi finalement de dépossession du pouvoir quand même des éleveurs sur le terrain. D'habitude, les patrons de multinationales ne répondent pas aux journalistes, ou alors avec une communication tirée à 4 épingles et extrêmement maîtrisée. Mais là, interrogé par les enquêteurs, M. Como répondra par un appel un peu étrange. Il y a toujours ce moment dans l'enquête où on doit quand même faire du contradictoire, donc c'est-à-dire interroger les gens dont on parle pour vérifier nos informations, leur demander une réaction. Donc on a dû appeler Emmanuel Como, dont on avait trouvé le numéro. Et c'est Christine qui s'en est chargée. Et quand il appelle Emmanuel Como pour lui dire « Bonjour, alors vous payez pas assez les éleveurs qui sont en colère, les éleveurs aimeraient bien quand même se débarrasser de vous, ils estiment que vous faites n'importe quoi à l'international », Emmanuel Como nous répond « Je vais très bien, je suis en train de faire un jogging ». Voilà, c'est ça la réponse qu'on a eue. C'est un symbole de mépris à la fois pour nous comme journalistes, mais c'est aussi quand même un mépris, moi je pense, pour ses adhérents, parce qu'on posait des questions, c'était pas des attaques personnelles pas fondées. Enfin, on avait des faits, des chiffres qu'on voulait vérifier, beaucoup de réactions d'éleveurs qu'on voulait partager avec lui. Et visiblement, lui, il voulait pas du tout en discuter avec nous. Et justement, est-ce que vous avez eu des retours du terrain de gens que vous aviez interviewés ? Le retour le plus drôle qu'on a eu, c'est « vous n'êtes pas allé assez loin ». Il se trouve que justement, quelque chose qu'on a évité de faire, c'était d'avoir trop d'attaques personnelles sur la famille Como. On nous en a beaucoup parlé, les gens étaient très en colère contre les Como, père comme fils. Le fils encore plus que le père d'ailleurs. Et ce qu'il nous fallait, c'était justement on voulait étayer cette critique-là. On n'est pas là pour critiquer un homme, on est là pour critiquer son travail, sa gestion. Et donc on a dû faire le tri dans tout ça, dans les critiques des éleveurs, entre ce qui relevait du personnel, de l'émotionnel, et ce qui était des faits objectifs. Et lui, vraiment, ses failles avérées ou pas comme dirigeant. Et je pense que c'est là-dessus que les éleveurs auraient aimé qu'on aille plus loin. Ils auraient aimé qu'on tape un peu plus franchement sur Emmanuel Como. Honnêtement, par rapport à tout ce qu'on a récolté, c'est vrai que je pense qu'on a été assez sage. La Cooperl, elle est comme toutes les multinationales, ou presque. C'est une entreprise qui veut se faire bien voir. De l'extérieur, tout a l'air de rouler. Les éleveurs porcins gagnent relativement bien leur vie. Mais de l'intérieur, c'est une autre affaire. Et il y a pas mal de sujets où la Cooperl n'a pas forcément voulu répondre, voilà, en disant que ça concernait uniquement sa relation avec ses adhérents, que c'était un sujet interne, etc. Mais en fait, comme les adhérents eux-mêmes n'étaient pas au courant, on estimait que c'était nécessaire de poser des questions, mais voilà. La Cooperl fait quand même partie des acteurs qui n'adorent pas la presse. Ils ont fait une première journée de porte ouverte il n'y a pas très longtemps, où beaucoup de journalistes se sont précipités parce que justement la Cooperl répond assez peu aux journalistes. Et elle ressemble un peu à ça, en vrai, à ce que Lactalis faisait jusqu'à très récemment. Lactalis aujourd'hui c'est ouvert, mais la Cooperl pas encore.
Monsieur Como a eu sûrement raison de vouloir rester en forme et détendu, car sa multinationale est loin de bien se porter. Est-ce qu'on peut dire que la Cooperl est en difficulté économique aujourd'hui ? C'est très difficile à dire. On a essayé, on s'est longtemps penché sur les comptes avec Kristen. Le fait qu'ils ferment en tout cas les usines laisse penser qu'effectivement cette partie-là serait en difficulté, oui. Il y a 2 usines là qui pourraient bientôt fermer dans le Val d'Oise et dans le Finistère, donc c'est des usines de transformation, de production de jambon, que la Cooperl a justement racheté en 2018 au groupe Turenne Lafayette. Pourquoi je raconte ça ? C'est que c'est toujours cette idée-là, plus je vais maîtriser de choses autour de moi, plus je vais gagner d'argent. Donc en fait, moi qui produis le cochon, si en plus je produis moi-même le jambon, je peux me dire que là je récupérerai en plus de beaucoup de valeur. Et en fait, c'est pas le cas aujourd'hui. Les usines ne tournent pas assez. En fait, il n'y a pas assez de porc pour alimenter ces usines. La demande en jambon a un peu baissé aussi. Et la Cooperl n'est plus vraiment compétitive sur ces aspects-là. Ce qui fait que c'est les producteurs, donc les adhérents de la Cooperl, qui se retrouvent en fait à éponger les dettes des usines de production de jambon. Et comment la direction générale fait ça ? En fait, elle le fait en baissant un petit peu le prix du porc par rapport au marché français. Donc c'est vrai que les éleveurs finalement ont un revenu moindre, et en fait ce qu'ils perdent va pour éponger les dettes d'usines qui ne tournent pas. Donc ça c'est que à l'échelle française, donc déjà ça ils en sont pas très contents. Et en plus à l'échelle internationale, nous on a aussi constaté qu'il y avait beaucoup de filiales, notamment en Chine mais aussi ailleurs, qui perdaient de l'argent. Donc non, clairement, pour un adhérent Cooperl qui en fait se voit proposer un prix qui est inférieur au prix de marché pour son porc, mais parce qu'il doit éponger les dettes de tout un tas de sociétés, clairement, lui, aujourd'hui, il n'y gagne plus. Comment vous avez fait pour trouver toutes ces infos économiques ? Aujourd'hui, comme journaliste, on a une vraie chance qui est que d'autres confrères, consoeurs travaillent autour de nous aussi pour essayer de diffuser et trouver des données. Et il se trouve qu'il y a une plateforme qui s'appelle Papers qui diffuse aujourd'hui assez largement les comptes des entreprises. Et là-dessus, on a pu avoir accès aux comptes financiers, aux comptes sociaux. Et sur cette base-là, après, on a pu interroger des chercheurs et aussi les éleveurs eux-mêmes sur tous ces chiffres. Ces documents comptables nous ont aussi permis d'avoir la liste des filiales, donc des 80 filiales que la Cooperl a partout dans le monde, d'identifier les pays dans lesquels il y avait ces filiales-là. Et voilà, c'est un exercice qui est complexe, mais qu'on a pu mener aussi parce qu'il y a eu des fuites de documents sur un autre site. En reprenant en 2014 cette exploitation porcine, Thierry Sagori n'imaginait pas que la chute serait aussi rapide. La crise du porc en Bretagne en 2016, un reportage de France 3 Bretagne. En cessation de paiement depuis janvier, il est aujourd'hui en redressement judiciaire. Chaque mois, il perd 18 000 €. Là aujourd'hui, les truies commencent à partir les unes après les autres, donc c'est la fin. Les éleveurs porcins intégrés à la Cooperl sont donc des entrepreneurs avant tout, dépendants du marché mondial et dépendants aussi de ces crises, comme en 2015, lorsque la crise du porc a touché l'ensemble de la production européenne. Un simple pion sur l'échiquier de l'économie agricole, c'est ainsi que se considère aujourd'hui Thierry Sagori, avec le sentiment de ne plus rien maîtriser. Quand on crée quelque chose, de déterminer un prix de revient, mais après, si les prix sont pas là, si les prix qu'on nous impose sont pas là, malheureusement, on peut rien faire. On fait que subir la loi des coopératives ou des autres intervenants du marché. 2015, c'est une année de tempête. Cette année-là, la coopérative en profite pour quitter le marché du porc de Plérin, qui fixe les prix d'achat de la filière porcine sur l'ensemble du territoire. Elle accède ainsi au Graal pour une multinationale, la capacité d'imposer ses propres prix sur l'achat des matières premières. Les éleveurs sont ainsi pris dans une sorte de boucle infernale. Non seulement ils doivent vendre leur porc à la coopérative, mais en plus, c'est elle qui va fixer les prix. C'est complètement légal et c'est écrit dans des contrats que les éleveurs doivent signer. La question, moi je trouve, de la légalité, en fait, se poserait aujourd'hui sur le modèle des coopératives. C'est-à-dire qu'on a fait des grandes lois dans les années 90 pour justement faciliter cette expansion-là des coopératives à l'international, vers les secteurs privés, faciliter leur endettement. Et on a éloigné par la loi le modèle coopératif de l'esprit coopératif. Et je trouve qu'aujourd'hui, effectivement, une bonne idée côté politique, ça serait peut-être de se poser la question d'encadrer les dérives de ces coopératives. Sauf que les envies gouvernementales penchent davantage du côté de la dérégulation que de la régulation. En 2024, alors que la France est en pleine crise parlementaire et que la FNSEA manifeste depuis des mois, un décret est publié à bas bruit. Ce décret permet l'augmentation des jauges des élevages intensifs, y compris des élevages de porcs. C'est un clin d'œil aux multinationales de l'agroalimentaire qui militaient pour plus de souplesse. Les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur. La parole est à Madame Annie Genevard,
ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Madame la ministre. Et rebelote en 2025, avec la loi dite du plomb, qui allège encore les contraintes des élevages industriels. Enfin, il y a quelque chose de très bizarre qui se joue autour de ces coopératives. Parce que je pense que le pouvoir politique estime toujours qu'elles sont la représentation des agriculteurs. Voilà, encore une fois, un agriculteur égale une voix, donc la coopérative représente le monde agricole. Or, c'est plus vrai. Toute l'enquête de Splend se passe dans un assourdissant silence médiatique. La Coperle refuse catégoriquement de répondre aux journalistes. Dans certaines filiales de la Coperle, le mot était même donné en interne de ne surtout pas donner suite aux demandes des enquêteurs. Pourtant, la nouvelle d'une enquête se répand et cela donne de l'élan à ceux qui pensent que la cage dorée créée pour les éleveurs porcins n'a pas autant d'attrait que la Coperle le voudrait. Est-ce que, d'un point de vue politique, il y a une réponse à cette enquête ? Pas du tout. Pour l'instant, ces combats-là, ils se gèrent plutôt en interne dans la politique même des coopératives, dans ce rapport de force, conseil d'administration, direction générale, etc. Mais les élus, les députés, les élus de la région, voire le gouvernement ont assez peu d'intérêt dans ces affaires-là. On a été en contact avec quelques-uns, c'est un groupe d'une petite dizaine, je pense, d'agriculteurs au début, et aujourd'hui ils sont 300 à peu près, qui espèrent renverser Emmanuel Como. C'est quand même vraiment ça leur objectif, et ils espèrent le renverser sur la base de ce qu'on a quand même un peu expliqué dans l'enquête, qui est, ils trouvent que la stratégie internationale ne va pas du tout et que la Coperle perd de l'argent avec ces aventures-là, et ils trouvent que le port ne leur est pas suffisamment payé. Encore une fois, aussi un élément qu'on avait trouvé. On était en contact avec ces gens-là, et ces gens-là n'avaient pas forcément voulu nous parler, encore une fois estimant qu'on était des journalistes militants, c'est la grande critique, et on n'était pas là pour les écouter. Donc ces gens-là, après, ont préféré parler à Ouest France et au Monde, un an après. Mais en tout cas, on arrivait à un moment où la fronde commençait à se créer. Et donc un an plus tard, en fait, c'est ce même groupe d'éleveurs, donc ils ont réussi à rassembler 300 signatures, et au moment de l'Assemblée Générale de la Coperle, ils espéraient rassembler, donc c'était 10% de toutes les voix des adhérents, pour déposer une motion, justement, pour demander le renvoi d'Emmanuel Como. C'était à peu près ça l'objectif. Sauf que, et c'était un coup de théâtre que personne n'attendait, ils se sont rendus compte au moment de l'Assemblée Générale, ou plutôt la Direction Générale leur a expliqué au moment de cet AG, qu'en fait, pour avoir 10% des voix de la Coperle, il fallait pas 300 éleveurs, mais il en fallait près de 500. Parce que la Coperle avait toujours affiché sur son site qu'il y avait 3000 éleveurs adhérents, mais apparemment, aujourd'hui, il serait près de 5000. Donc les frondeurs sont allés à l'AG avec l'espoir qu'ils allaient tout renverser. Et en fait, on leur a dit non, il vous manque quasiment la moitié des signatures, circulez, il n'y a rien à voir. Donc il y a ça quand même, et je pense que ça reste une menace interne assez importante pour Emmanuel Como. Et de l'autre côté, il y a quand même aussi ces menaces de fermeture d'usines. Et là, pour le coup, les plaintes viennent plutôt de la part des syndicats des ouvriers dans les usines, dans ces deux sites qui pourraient fermer, donc Finistère et Val d'Oise. Et là, je pense qu'aujourd'hui, les discussions doivent être assez musclées aussi avec la direction générale. Donc on a vraiment l'impression qu'il y a deux feux des deux côtés de la chaîne, à la fois les ouvriers, à la fois les éleveurs. Emmanuel Como est au milieu, et on se demande bien comment ça va tenir quand même au long terme. Il y a un éleveur qui nous a dit ça dans l'enquête, il nous a dit vous savez, de toute façon, à la fin, la Coperle, il restera que ceux qui ont des dettes et ceux qui sont mauvais. Aujourd'hui, ceux qui ont suffisamment les reins solides, qui ont quand même des assez gros élevages, ils s'arrangent pour livrer tout seuls à la grande distribution ou à l'industrie. Ils veulent plus être à la Coperle, justement pour ces raisons-là, parce qu'ils n'ont pas les choix techniques qu'ils veulent, parce qu'ils n'ont pas le prix qu'ils veulent aussi. Donc il y a toute une génération d'éleveurs qui est en train de s'en détacher. Des gens qui sont souvent passés par la Coperle, qui la connaissent bien, qui en sont encore très proches, mais qui veulent plus travailler avec elle. Et on voit que le volume de porc de la Coperle s'érode, etc. Est-ce que ça, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Je sais pas trop. En tout cas, ça montre qu'il y a des gens qui font bien leur métier, en tout cas la sphère conventionnelle, qui sont reconnus par leur pairs et qui choisissent de plus être à la Coperle. Et donc il y a peu de leviers finalement, citoyens ou journalistes, pour faire bouger ce milieu-là, quoi. Parler, déjà, c'est un assez bon levier. Enfin, effectivement, que les gens se rendent compte que quand ils achètent du jambon Madrange, ils achètent à la fois la pollution des baies bretonnes, mais aussi l'asservissement des éleveurs et aussi les tendinites des ouvriers sur des chaînes d'usines qui vont fermer. Ça fait beaucoup dans un seul paquet de jambon. Et pour nous, d'expliquer ça comme journaliste, ça reste assez fort. Si ça change quand même des choix de consommateurs, ça peut aussi changer la donne pour la coopérative, ça peut changer la donne pour les pouvoirs publics aussi quand même.
Ce qui a été agréable dans cette enquête aussi avec Kristen, c'est qu'on a eu du temps. Et c'est pas forcément quelque chose qui est facilement accordé quand même dans la presse française aujourd'hui, par tout le monde, etc. Enfin, on a eu du vrai temps d'enquête. Et ça a été possible aussi parce qu'on a travaillé principalement avec des médias indépendants. Et comme journaliste, quand on commence, on sait pas forcément toujours ce qu'on trouve à la fin. Et on a besoin de ce temps-là pour aller sur le terrain, interroger les gens, mais même pour nous interroger nous-mêmes sur l'histoire qu'on raconte, pour la construire. Et si on veut que les journalistes y racontent des choses importantes, il faut leur laisser du temps. Et forcément aussi, le temps derrière, c'est un peu d'argent. On a été aussi soutenus sur le terrain. C'est que les gens en local, en Bretagne, ont vraiment un intérêt pour ces enquêtes-là. Ils ont vraiment un intérêt pour des médias régionaux, indépendants qui leur représentent. Et on a eu un soutien incroyable. On a été hébergé gratuitement par quelqu'un qui lit Splend et qui aime bien le travail de ce média-là. Cette personne-là, que je remercie, elle se reconnaîtra, nous a aussi présenté des voisins, des amis, nous a ouvert son carnet d'adresses. Et ça, qu'on ait des relais locaux, des gens qui pensent que notre enquête était importante aussi, c'était crucial pour nous, parce que ça nous a permis de vraiment entrer dans cet écosystème local et de mesurer à quel point tout était lié. Si les multinationales comme la Cooperle renforcent toujours plus leur intense lobbyisme pour grossir toujours plus, c'est justement que les leviers d'action existent. Ils sont législatifs pour limiter leurs excès. Ils sont citoyens pour proposer d'autres systèmes agricoles. Ils sont militants pour s'opposer directement à leurs pratiques, extension d'élevage ou accaparement des ressources. Car pour citer Kristen Falleron, les multinationales de l'agroalimentaire n'ont pas seulement des pratiques qui polluent l'eau, qui polluent l'air ou qui polluent les sols. Elles ont aussi des pratiques politiques qui polluent gravement la démocratie locale et contre lesquelles nous ne sommes pas impuissantes et impuissants. Vous venez d'écouter le premier épisode de Goliath, saison 2. Juliette Cabasso-Roger a préparé et mené les interviews. Violette Voldoir a écrit, monté et prêté sa voix à l'épisode. La réalisation est signée Arthur Faraldi. Un très très grand merci à Fabien Plastre, Marco Quares, Myriam Aman et Julie Desrousseaux d'avoir prêté leur voix pour cet épisode. Goliath est un podcast original, d'après une idée d'Olivier Petitjean et Violette Voldoir, coproduit par le studio indépendant La Houle et l'association de journalisme d'investigation Splend. Dans le prochain épisode, nous vous emmenons faire un tour à Glomel, en Centre-Bretagne, avec la journaliste Morgane Large. Il y a là une mine qui couvre une zone grande comme à peu près 300 terrains de foot et qui n'aime pas trop qu'on y regarde de trop près. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le, mettez-lui des étoiles et surtout, envoyez-le à vos proches. Merci de votre écoute. La Houle Studio.